Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour toujours avec Tilou Jean-Paul et moi-même. Non, Tilou, j'étais pas en train d'installer mon invité. Il n'est toujours pas arrivé et j'en doutais un peu. C'est toujours comme ça, surtout lorsque on nous dit on va l'amener. Hein, bon, voilà. Oui, bon. Oui, c'est la personne ne peut pas seule. Donc ça arrive quoi. Alors, Tilou, pour parler d'Haïti, je pense qu'on a suffisamment de matière pour parler d'Haïti pendant le reste du temps, parce qu'il se passe des choses bizarres, Tilou. On est, je ne sais pas, qui va qualifier la chose de guerre civile. Est-ce que c'est lorsque nous l'aurons entendu dans la presse internationale que nous, les Haïtiens, on va commencer à utiliser l'expression guerre civile? Si on n'est pas en plein dans une guerre civile, on est au bord de la guerre civile. Oui, alors là, tu parles d'une guerre civile formelle parce que beaucoup déjà ont commencé à parler de guerre civile et ça fait quelque temps. La différence avec une guerre civile formelle, c'est qu'il y a deux camps bien identifiés. Tandis qu'avec cette histoire de gang, il y a longtemps qu'Haïti est en situation de guerre civile, même si on n'a pas une guerre formelle en deux fractions qui exigerait des choses bien définies. Mais oui, en tout cas, la population vit une situation de guerre civile. Oui, parce que j'ai entendu beaucoup de gens comme toi, Tilou, la venue en Haïti de Guy Philippe, qui a été accueilli littéralement comme un sauveur, qui allait nous débarrasser d'Ariel Henry et qui a même annoncé le début d'une révolution parce que son mouvement, c'est pas un mouvement ordinaire. On est là pour faire la révolution et on commence par demander la tête d'Ariel Henry, le départ d'Ariel Henry. Alors, je ne sais pas si ça va évoluer, mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit Guy Philippe lui-même qui bénéficie d'une popularité qui a été acclamée. C'est plutôt le ras-le-bol par rapport à une situation catastrophique et cruelle que vit la population. Et comme l'ont dit beaucoup d'autres personnes avant moi, et n'importe qui peut leur apporter ne serait-ce qu'une lueur d'espoir de changer cette situation-là, ben on va marcher après lui, même si en réalité on ne sait pas dans quoi d'autre on va basculer. Alors, donc, c'est ce que vit la population actuellement. Donc, le n'importe qui se trouve à être Guy Philippe, qui n'est pas un personnage ordinaire. C'est quelqu'un qui a un nom connu en Haïti pour ses frasques ces dernières années et le fait qu'il ait été traduit en justice aux États-Unis, arrêté en live, n'est-ce pas, en direct à la télévision
et transféré aux États-Unis. Et on sait qu'il a été jugé, c'est un autre mot que je ne devrais pas utiliser, puis il a plaidé coupable. Oui, ça c'est le plus important, c'est qu'il est plaidé coupable, certains semblent l'oublier. Et il a plaidé coupable de trafic et de stupéfiants, de toutes choses. Et c'est vrai que ce n'importe qui, c'est lui, pour l'instant, qui semble pouvoir faire une opposition, je dirais plutôt solide à Ariel Henry. Depuis son arrivée, depuis ses premiers mots, le pays semble s'embraser. Alors, toutes les villes, tous les quartiers qui s'embrasent ne parlent pas forcément de Guy Philippe, mais ça coïncide avec le mouvement qu'il appelle, lui, Révolution. Alors, donc, mais maintenant, où est la révolution? Moi, je ne la vois pas. Je vois des mouvements de population, même par rapport au Prince, mais c'est surtout dans les villes de province. Port-au-Prince est contenu par les bandits. Je pense que ils ont la mission de garder le peuple à l'intérieur, n'est-ce pas? Et cette guerre qui éclate entre Solino, entre gangs de Solino, je pense que à cet effet-là, garde justement les gens de la société civile à l'intérieur et ne permet surtout pas à ces gens de sortir et de gagner les rues. Parce que le problème pour Ariel Henry, c'est davantage Port-au-Prince et non les villes de province. Il s'en fout comme de l'an 40. Oui, je pense qu'il se fout également de Port-au-Prince. Il est plutôt sensible à là où il doit se rendre lui-même et puis le reste des quartiers, il s'en fout royalement. Alors, tu parlais de révolution que tu ne voyais pas. On doit dire aussi que c'est un mot qui fait, en définitive, est galvaudé. Chaque président, chaque gouvernement, chaque, je dirais, personnalité politique annonce toujours une révolution. Il y a toujours une révolution en Haïti, alors qu'en réalité, on est toujours en train de revivre ce qu'on a vécu il y a 5 ou 10 ans. Et la situation que l'on vit actuellement, elle ressemble comme deux gouttes d'eau. En tout cas, moi, je l'aperçois comme ça, comme ce que j'ai vécu en 2004 lorsqu'il fallait chasser Aristide du pouvoir. Et il se trouve que Guy Philippe joue encore le même rôle dans ce, je dirais, ce remake de 2004. Alors donc, avec de grosses différences, Aristide était un président élu et on semblait comprendre que Guy Philippe était pistonné par une instance ou plusieurs instances internationales. Et parce que le bonhomme disait attendre des ordres de la part de personnes inconnues. Cela dit, arriver dans un contexte enflammable et enflammé, comme c'est le cas actuellement, et prétendre faire la différence, alors que la différence qu'il y a à faire, c'est une différence avec les bandits. Et Guy Philippe ne s'oppose pas aux bandits officiellement. Il s'oppose à Ariel Henry. C'est là, moi, mon interrogation. Oui, et tu as raison de souligner cette grosse différence. En 2004, l'international semblait plutôt... Enfin, Guy Philippe disait qu'il avait l'appui de l'international, alors que cette fois-ci, l'international semble plutôt appuyer Ariel Henry. Et ce qui fait à beaucoup se poser cette question, Guy Philippe, où trouve-t-il l'argent pour, je dirais, mener la vie qu'il mène, qui le finance, et c'est qui le bois derrière sa banane. Et c'est une vraie question, surtout après avoir plaidé coupable aux États-Unis pour ce que l'on sait. Ce sont des questions légitimes par rapport aux différences entre aujourd'hui et 2004. Oui, il peut être financé par un groupe, par un mouvement, par je ne sais quoi, mais Guy Philippe, s'il a fait, s'il a agi, s'il a organisé des convois de
de drogue aux États-Unis et il n'a pas remis les montants, on ne l'a pas pénalisé au point de remettre tout l'argent, etc., qu'il a réalisé pour ce faire. Moi, je dirais que Guy Philippe n'est pas pauvre. En principe, il n'est pas pauvre. Hein? Bon, il ne serait pas pauvre, oui. Mais bon, ça, on ne sait pas non plus. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas, mais moi, ce qui est intéressant, c'est le comportement de Guy Philippe qui s'en prend à Ariel Henry directement et non aux bandits. Parce que la population a besoin d'un Port-au-Prince de souffler face aux bandits. Le pays a besoin de souffler face aux bandits. De Ariel Henry aussi, mais... Disons que c'est ce qu'il dit hein, dans son discours. Lui, il parle de rétablir la sécurité et il parle de combattre les bandits. Il ne le fait pas. Et dans les actions, on ne voit pas d'action encore dans ce sens-là, mais dans son discours, il en parle aussi. Alors, donc, c'est tout comme Ariel Henry parle de combattre les bandits, de ramener la sécurité dans le pays. Mais pour l'instant, je pense que la venue de Guy Philippe cause beaucoup plus de troubles que une venue qui aurait apporté des solutions aux problèmes d'Haïti. Oui, il faut dire aussi que même les bandits, je n'ai pas entendu ni eu d'informations sur une quelconque réaction des bandits par rapport à la venue ou au mouvement de Guy Philippe. Hein. Je ne sais pas si les bandits en tiennent compte non plus. En tout cas, moi, ce que je vois, ce à quoi on assiste, c'est des bandits qui continuent à mener très large, n'est-ce pas, dans le pays, et qui mettent les autorités, incluant Guy Philippe aussi, là, devant un fait accompli. Oui, et ces derniers jours, on ne sait pas trop pourquoi, mais l'insécurité a vraiment augmenté. Ne serait-ce qu'hier encore, il y a eu un enlèvement spectaculaire d'un bus avec des religieuses. Il y a des gens qui meurent, il y a l'attaque à Solino. Je ne sais pas si ça a rapport avec les autres mouvements du pays par rapport à Guy Philippe, même Moïse Jean-Charles ou la venue des Kenyans. Mais ces derniers jours, cette semaine-là qui vient de passer particulièrement, l'insécurité a monté de cran. Alors, pour l'instant, on regarde aussi du côté des politiques, parce que le Premier ministre Ariel Henry était à un cheveu d'annoncer une entente avec l'opposition, n'est-ce pas, après avoir dit que qu'il allait de l'avant avec ceux qui voulaient bien de son projet, n'est-ce pas? Mais que ceux qui ne voulaient pas prendraient l'autobus en cours de route. Maintenant, on ne parle plus de négociation puisque cette entente ou supposément cette négociation avec l'opposition ont été démenties, comme quoi il n'y a absolument aucune rencontre. Ariel Henry n'a rien à proposer et je pense qu'on peut dire effectivement Ariel Henry, s'il avait une once de crédibilité, a fini par tout perdre. Mais je pense qu'il n'en avait vraiment pas au départ. Oui, il n'en avait pas. Il faut aussi reconnaître qu'il n'avait jamais annoncé de négociation formelle. Dans son discours, le point central, c'était qu'il allait avancer avec ceux qui veulent. Il avait évidemment dit qu'il était toujours prêt à négocier, qu'il faut trouver une solution. Mais c'était une source anonyme qui disait que dans les coulisses, il y avait des négociations qui étaient déjà entamées et que notamment la communauté internationale, la CARICOM, jouait dans les coulisses pour trouver une entente. Et ben bon, l'opposition a démenti et disait que c'était de la propagande. Et donc voilà, il n'y a aucune entente en vue. On ne voit pas comment non plus il y aurait une entente parce que les alliés d'Ariel Henry et enfin le camp d'Ariel Henry, toute entente doit respecter les conditions suivantes. Ariel Henry ne bouge pas, les pouvoirs d'Ariel Henry ne diminuent pas. Et c'est exactement ce que dénonce l'opposition. Moi, j'étais toujours sceptique. Je ne voyais toujours pas comment on pourrait trouver une entente entre ces partis-là. Évidemment, Ariel Henry, lui, il a essayé les formules qui ont toujours... Est-ce que je peux dire que ces formules-là ont toujours marché? En tout cas, les formules qui ont toujours été utilisées, c'est la séparation du gâteau, de donner des postes par-ci et par-là. Et les premiers postes qu'il distribuait, c'était les postes, je dirais, pas trop importants, des communes dans des provinces, des postes de délégués
de provinces assez reculées. Mais bon, à ce qu'il paraît, l'opposition ne marche toujours pas dans cette logique, donc toujours pas d'entente. Et puis pour revenir à Guy Philippe, quand on dit on ne sait pas de quel côté classer Guy Philippe, s'il est avec les bandits ou un peu contre les bandits ou je ne sais quoi. En tout cas, le BESAP a publiquement apporté son soutien au mouvement de Guy Philippe, la révolution. Mais, oui, mais on devrait pouvoir définir le BESAP d'abord. Alors, moi, ce que je me pose comme question, et ça fait longtemps que le BESAP, moi, me pose problème. Ça fait longtemps que j'ai l'impression que c'est un corps qui fonctionne en dehors de tout contrôle. Mais, bizarrement, les démarches du gouvernement de s'informer sur la BESAP commencent à partir du moment où la BESAP décide d'appuyer Guy Philippe. Enfin, en tout cas, une partie de la BESAP, je ne sais pas non plus comment ça se passe, puisque la BESAP échappe à tout contrôle. Mais les réunions de haut niveau qui se tiennent au sujet de la BESAP ont commencé après l'annonce que certains membres de la BESAP appuyaient Guy Philippe. Et c'est peut-être là où on va aller dans cette confrontation directement. De ce que Guy Philippe a dit aussi, qu'il y a des policiers qui appuient son mouvement. Donc, une partie de la police sera avec Guy Philippe. Cette unité de lutte pour les aires protégées qu'on appelle BESAP appuierait Guy Philippe. Et de l'autre côté, Ariel Henry aurait l'autre partie, parce que j'imagine que le chef de la police est du côté de Ariel Henry, à moins de faire une déclaration publique pour dire qu'il est du côté de Guy Philippe. Et que les bandits fassent publiquement leur sortie pour dire j'ai neuf, j'ai peuple, pour qui ils votent, Guy Philippe ou Ariel Henry, et de quel côté ils se trouvent. Moi, je dirais davantage du côté de Ariel Henry, mais oui, Guy Philippe n'a pas osé critiquer de la bonne manière et dire à ces bandits de rentrer dans leur demeure, sinon leurs jours sont comptés. Mais c'est pas ça que j'entends, moi. Alors, les scénarios que tu dessines, moi, j'ai même peur de les imaginer. Et en tout cas, ce qui se dessine là, si avant on parlait que le peuple vivait une situation de guerre civile, mais là maintenant on semble vraiment se diriger vers une guerre civile en propre et due forme. Mais je tiendrais quand même à faire remarquer que la seule personne qui a indexé ouvertement, c'est Ariel Henry. Personne ne parle de personne d'autre. Et même Ariel Henry n'a pas fait de déclaration concernant Guy Philippe. L'opposition ne parle pas de Guy Philippe. Moïse Jean-Charles ne veut pas parler de Guy Philippe. Guy Philippe ne parle pas d'autres personnes que de Ariel Henry. Et on ne sait pas exactement ce qui se trame et qui est allié à qui. La seule chose qu'on sait, c'est que la plupart des gens sont contre Ariel Henry. C'est le seul fait qu'on puisse mentionner. Et il y a une situation un petit peu ambiguë aussi qui devrait avoir un peu plus de lumière. C'est où on est avocat de quelqu'un, on fait des déclarations dans le sens de ses intérêts, mais quand on va faire des déclarations qui font mal paraître le client, n'est-ce pas? On ne mérite plus d'avoir la confiance du client. C'est le cas de Maître Rénald Georges, qui a dit que Guy Philippe a négocié avec Ariel Henry pour obtenir des postes, partage de gâteaux, et pas n'importe quel poste, la justice, la sécurité publique et quoi d'autre. La défense, l'intérieur. Bon, alors, et Guy Philippe lui-même a fait une sortie pour dire non, qu'il n'a jamais négocié avec Ariel Henry, qu'il n'a jamais demandé de poste, sauf qu'il n'a jamais désavoué Maître Rénald Georges. Oui, il n'a pas dit que ce n'était pas son avocat. Mais tu te rappelles, cette information, on l'avait eue, mais je voulais la traiter d'abord et attendre aussi une réaction de Guy Philippe avant de parler des déclarations de Maître Georges. Mais ce qui ne surprend pas, hein, toi tu dis être surpris qu'un avocat fasse cette déclaration-là. Maître Rénald Georges, je rappelle qu'il défendait un certain M. Anglade
Et publiquement, dans une émission de grande écoute sur une station de radio, il était venu expliquer, mais tenez-vous bien, il était venu expliquer que le fait qu'on reprochait à son client et qu'il a défendu, la position non coupable à l'époque, ben il est venu avouer qu'en réalité le client l'avait fait vraiment. Donc ça ne m'étonne pas du tout de mettre dans le Georges. Ah, mon Dieu, on n'a plus le même barreau qu'on avait autrefois. Je plaisante parce que je ne connais pas le barreau d'Haïti, mais pas du tout, mais ça ne se fait pas. Et oui, malgré tout... Maître Enol Georges, on peut s'attendre à tout avec lui. Malgré tout, c'est l'un des avocats les plus populaires en Haïti. Les plus populaires et à ce qu'il paraît aussi les plus efficaces, parce que tous ceux qui se retrouvent empêtrés dans les affaires les plus compliquées, pour ne pas dire louches, sans remettre à Maître Enol Georges, et à ce qu'il paraît, ils arrivent toujours à se tirer d'affaire. Alors donc, ça nous englue davantage dans une espèce de chose sans nom. Si on veut faire simple, c'est pour parler d'une guerre civile et si tel est le cas, moi je dis que la présence de Guy Philippe a davantage compliqué la situation, mais on va faire la pause, Tilou, et au retour, on va regarder comment ça prépare la venue de cette force, parce que les jours passent, hein, on est déjà aujourd'hui samedi le 20, et... Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec Tilou Jean-Paul et mon invité est arrivé, Tilou. Je ne sais pas si tu vas pouvoir l'entendre, mais je vais essayer de faire la petite technique que tu as utilisée. On va laisser à l'invité de se présenter, Tilou. Mais oui. Tilou? Oui, je suis là. Alors, mon invité est là. Mon invité... Présente-toi, mon invité. Voilà, merci Jean-Ernst, merci à Tilou, je te salue, et les auditeurs et auditrices de CPAM, et Jérémy, l'économiste, enseignant et aussi auteur, et je vis en Haïti. Voilà. Est-ce que tu l'as entendu, Tilou? Oui, je l'ai très bien entendu, et Jérémy, que je connais pas très bien, mais assez bien quand même, on a collaboré sur un projet. Je te salue aussi et bienvenue à Montréal. Merci beaucoup. Bienvenue dans la neige. Merci. Alors, il a participé à cette conférence réalisée par la Chambre de commerce haïtienne, la Chambre de commerce canado-haïtienne. Et donc, on ne parlera pas de cette conférence, mais on parle d'Haïti et d'Yérémie et on dit que c'est une situation vraiment des plus critiques. Moi, j'en ai vu en Haïti, là, mais je n'ai jamais vu ça. Et la présence de celui qui se dit le révolutionnaire semble mettre le pays dans beaucoup plus de confusion qu'autre chose. Bon, la situation est très difficile depuis quelques années. Mais comme tu dis, Jean-Ernst, on a l'impression que plus les jours passent, plus ça devient difficile. Et en fait, on est dans la grande confusion. C'est très difficile de faire des prévisions sur Haïti, sur la politique ou sur l'économie. Et les acteurs politiques aussi, ils sont plus imprévisibles que jamais. Et leurs actions, leurs acrobaties. Donc, on est dans la grande confusion, mais l'essentiel, c'est que la situation socio-économique de la population se détériore et on n'a pas la sensation que les lignes vont bouger et que quelque chose va arriver rapidement. Et je suis très sceptique, très inquiet par rapport à ce qui se dessine. Et c'est ça encore ce qui est plus difficile en Haïti, quand on vit en Haïti. Et ça justifie en grande partie ou encore presque totalement
toute la fuite de cerveau et de capitaux qu'on assiste dans le pays depuis quelque temps et qui s'accélère davantage. Et Tilou, Edzer ne nous écoutera pas, mais tu sais qu'on le présente comme une alternative. Hein? Je te dis ça, Tilou, il n'entend pas. Oui, en fait, oui, il ne va jamais accepter, mais j'ai entendu aussi, je ne dirais pas rumeur, mais j'ai entendu ça aussi. Mais Edzer, jeune homme avec un bel avenir, avec beaucoup de cordes à ton arc, est-ce que de refuser de tenter une expérience, est-ce que ça ne justifie pas que des bandits puissent occuper tout l'espace en Haïti, y compris l'espace politique? C'est la position aussi que j'ai, et je suis d'accord avec toi, c'est que et plus il y a des gens qui sont capables, qui sont honnêtes, qui peuvent inspirer confiance, et qui ne se présentent pas ou qui n'assument pas des responsabilités politiques ou à différents niveaux, ça crée un vide et ce vide est généralement comblé par les plus incapables et les plus corrompus. Et c'est un peu ça l'histoire récente de ce pays depuis quelques années. Et l'éducation citoyenne que je promeus depuis quelques temps, c'est quand même à l'objectif final, c'est ça. C'est comment arriver à créer une nouvelle génération de citoyens qui soient capables de faire émerger une nouvelle génération de leaders. Et de leaders qui puissent inspirer confiance et qui puissent faire mieux que ce qu'on a déjà vu dans le pays depuis des années. Maintenant, il n'y a pas une fixation sur moi et je fais mon travail et j'apprécie le fait qu'il y a beaucoup de perceptions par rapport à ce que je fais et qui est associé ou quoi que ce soit à une certaine potentialité politique ou électorale. Mais je pense que au moment où on est, ou à ce niveau où on est, et l'essentiel pour moi, c'est continuer à former, à sensibiliser les jeunes particulièrement de toutes les communes d'Haïti et comme dans la diaspora aussi, à se préparer parce que il faut cette masse critique, il faut cette nouvelle façon de voir, de faire les choses, de s'impliquer dans la politique pour pouvoir faire émerger une nouvelle classe, parce que de toute façon, c'est pas un coup d'État qu'on va faire pour prendre le pouvoir comme des gens de bien. Si ça doit passer par des élections honnêtes, il faut se préparer, et la préparation pour moi, c'est d'abord créer, sensibiliser, éduquer, et ça n'a rien à voir avec une personne, mais c'est toute une génération qu'il faut préparer, c'est tout un mouvement qu'il faut avoir à tous les niveaux. Et moi, je continue à faire mon travail en tant qu'enseignant, éducateur, et encore une fois, qui n'a aucune obsession politique personnelle, mais je pense que dans la logique normale, je pense qu'il y a une nécessité pour que d'autres personnes puissent émerger et pour pouvoir représenter l'alternative et faire mieux que ce qu'on a déjà assisté. Tilou? Oui, alors, pour avoir suivi, pour suivre toujours les discours et les interventions d'Edzer Émile, je suis parfaitement d'accord avec lui. Il a souvent répété qu'il ne s'agit pas d'une personne de trouver un sauveur, comme on a la tendance de le faire tout le temps, mais plutôt d'opter pour un projet de société et éventuellement d'un programme. Et à ce moment-là, une fois qu'on sera d'accord vers où on veut mener le pays, à ce moment-là, on pourra choisir entre X et Y. Et là, je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est ça. Ça, c'est dans un cadre normal. Haïti n'est plus un pays normal. Je regarde la situation et je vais citer des noms. Je ne sais pas si c'est de notoriété publique. Guy Philippe est actuellement en Haïti et se lance à l'assaut du pouvoir, littéralement, ou en tout cas demande le départ de l'autre, etc. Et c'est très compliqué. Par contre, si Guy Philippe, avec un mouvement, réussit à déplacer Ariel Henry, il sera extrêmement difficile de demander à Guy Philippe de laisser le pouvoir à des gens honnêtes, etc., parce qu'il va vouloir diriger le pays. Et ça n'en finira plus avec des gens comme ça, des bandits, un autre après un autre, et un autre après un autre, et puis ça sera l'histoire récente, nouvelle histoire d'Haïti, ça. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que peut-être que Haïti est comme ça justement parce qu'on a toujours trop répété
l'expérience de chercher un sauveur. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? À moins de prendre les armes, on n'est pas encore en période électorale. Ce qu'on qualifie de gens de bien, qu'est-ce qu'ils pourraient faire par rapport à Guy Philippe que de continuer de sensibiliser sur un projet de société, sur la conscientisation, sur notre politique. Voilà, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il risque d'avoir une situation où tout le monde quitte, et Jérémy l'a dit tout à l'heure, la fuite des cerveaux. Un pays se construit à partir de son matériel humain, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de perdre cette guerre face à ceux qui ont un plan tout autre pour Haïti, Jérémy. Je pense que ça, pour moi, c'est la plus grande crise des crises, la fuite des cerveaux. Parce que aujourd'hui, il y a un concept qu'on appelle l'économie du savoir. L'économie du savoir, ça veut dire que plus un pays arrive à accumuler des gens capables et qui sont en mesure d'avoir des talents et aussi de construire, de réfléchir sur la production de biens innovants, plus ce pays peut être riche. Et maintenant, dans le cas d'Haïti, on assiste tristement à ce départ massif des gens, des cadres, de la main-d'œuvre à tous les niveaux, privés, publics et tout. Et je pense que ces gens ne vont pas revenir demain matin juste par le fait qu'on a pu permettre aux gens de passer Martissant pour aller à Corfou. Ça veut dire que on l'a vu sur Duvalier, on l'a vu aux périodes de coup d'État, on l'a vu après tremblement de terre, la plupart des gens ne reviennent plus. Mais comment on va pouvoir réfléchir sur le développement, comment on va pouvoir assurer l'avenir de ce pays sans ces gens? Pour moi, c'est la plus grande inquiétude. Et je suis témoin. J'ai étudié à l'étranger, par exemple, dans ma promotion, on était 8 et 7 de ces gens-là vivent à l'étranger. Et quand j'étais à Taïwan. Et c'est la même chose quand j'étais à l'université en Haïti. Et donc, c'est très difficile, mais en même temps, je pense que une fois qu'on est dans un espace où on peut rassurer, où on est dans un espace où on peut inspirer confiance, il y a des gens qui sont à l'étranger, qui sont intéressés de venir, que ce soit des gens qui sont à fleur de l'âge, mais aussi même des retraités qui sont prêts à contribuer, et je sais très bien des proches et même des amis qui sont prêts, qui n'attendent que le signal qu'un pays fonctionnel, pas un pays paradis, mais un pays fonctionnel où les gens peuvent circuler, etc. Et je pense que il n'y a rien de sorcier dans l'établissement d'un climat de droit, dans l'établissement d'un climat de justice en Haïti. On a besoin de leaders qui soient capables, qui puissent inspirer confiance, qui soient à la dimension de la crise. Et malheureusement, on a toujours eu des gens au cours de ces décennies, j'aime le dire, qui voient le pouvoir comme finalité et non pas comme moyen. Donc, quand le pouvoir est finalité, vous arrivez au pouvoir, vous y restez et puis vous accrochez votre crampon et puis vous ne voulez pas partir parce que c'est ça l'aboutissement. Alors que, honnêtement, votre mission devrait être, en tant que pouvoir, comment s'assurer que les conditions d'existence peuvent être meilleures pour la population en termes de soins de santé et d'éducation, d'hôpital, de revenus, d'emploi, etc., et des infrastructures de base. Donc, pour moi, c'est ça la préoccupation. Mais je crois, malheureusement, heureusement, je crois en l'avenir. Je crois toujours, malgré c'est difficile de dire à quel moment les lignes pourraient bouger. Mais je pense que tant qu'il y a des gens, tant qu'il y a des gens qui réfléchissent, tant qu'il y a des gens, il y a de l'espoir. Et je le dis toujours, je continue à me battre parce que j'y crois. Mais Stilou, par rapport à ce qu'Émile vient de dire, ces fuites de cerveau, ça semble être plus qu'un hasard, ça semble avoir été orchestré. Quand je regarde ce qui se fait avec la police, ceux qui fuient, les policiers qui quittent, là, c'est les bons policiers, pas les pourris qui quittent, n'est-ce pas? Parce que eux n'ont aucune garantie de pouvoir continuer de gagner honorablement leur vie. Et puis, ça s'organise vraiment de la bonne manière avec un agencement pour faire quitter ces cerveaux-là.
je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui a un plan pour Haïti, un plan que les Haïtiens n'ont jamais vu. Oui, peut-être. Tu sais que c'est un peu délicat pour moi de parler de ça, puisque il n'y a pas trop longtemps que moi aussi j'ai quitté le pays. Mais bon, oui, ça semble quelque chose d'orchestré. Mais je crois aussi, je suis peut-être un petit peu plus positif que dire. Je pense que les gens reviendront. Il y aura beaucoup de personnes à revenir, à vouloir et à pouvoir revenir si la situation d'Haïti change. Par contre, il faudrait vraiment que ça change parce qu'on a souvent eu de ces moments d'espoir et puis qui se sont révélés encore. C'est ça, ça n'a pas duré. Alors, là, toi, tu parlais des gens qui doivent vraiment avoir une conscience pour le pays et tout. Je pense qu'on ne pourra jamais savoir qui a une conscience pour le pays ou non. C'est pour ça que l'important, c'est vraiment de travailler sur une conscientisation de la population, sur, je dirais, sa capacité à analyser et à ne pas accepter n'importe quoi. Nous avons une population très émotionnelle qui vit rapidement dans le fanatisme et qui est prêt à accepter tout de quelqu'un à un moment donné qu'elle a défendu. Et c'est là qu'il faudra travailler, je pense, à élever l'esprit critique de chaque citoyen, à savoir, même si je vote pour toi aujourd'hui, mais au moindre écart, tu me retrouveras face à toi. Edzer, tu réagis au discours de notre Tilou. De quelle manière ce travail qui doit être fait pour conscientiser la population vraiment, à arrêter de réagir avec les tripes, mais un peu plus avec la tête? Bon, c'est deux choses. D'abord, il y a un travail d'éducation à faire. Mais deuxièmement, il faut garantir un peu de pouvoir d'achat aussi. Du primum vivere. Voilà. C'est-à-dire que comment vous allez convaincre quelqu'un pour ne pas décider par rapport à son ventre s'il a faim? En fait, votre discours ne suffira pas. Non, mais on n'entendra même pas. C'est les deux. Écoute, donc c'est à la fois du travail d'éducation pour valoriser le citoyen, pour qu'il puisse savoir que ce que ça représente, son vote, sa décision, et ce qu'il fait, ce qu'il ne doit pas faire. Mais aussi, quand les gens n'ont pas le minimum de vie, d'existence, de revenus, d'emploi, les gens sont vulnérables. Absolument. Et ils peuvent être exploités à n'importe quel moment. Maintenant, ça veut dire que quelqu'un comme moi, l'avantage que j'ai sur la personne lambda, j'ai un minimum d'éducation et d'éclairage, et j'ai un minimum aussi en termes de revenus pour exister. Donc, je suis moins vulnérable que l'autre personne. Donc, au final, on ne peut pas stigmatiser quelqu'un qui soit exploité ou encore qui vote pour 1000 gouttes, qui vote pour un plat de riz, quand on sait que la personne, justement, est extrêmement vit dans une situation de grande précarité, et aussi la faillite des élites empêche à cette personne d'avoir un peu de lumière en termes d'éducation et de compréhension comme citoyen. Maintenant, pour faire le développement d'un pays, il faut compter sur les ressources du pays, quelles qu'elles soient. Il ne faut pas rêver des ressources de la République dominicaine ou des États-Unis ou du Canada. Il faut exploiter ce qu'on a. Mais est-ce qu'on sait ce qu'on a dans ce pays? Bon, quand on dit ressources, le thème est large. On suppose, par exemple, on parle de ressources, il y a beaucoup, et que ce soit l'espace en soi, c'est des ressources. C'est-à-dire qu'on parle de 27 700 km² avec 1770 km de côte, par exemple, qui pourraient être exploités, que ce soit tout ce qui est économie bleue, ça veut dire que transport maritime, algues, poissons et tout. On parle de montagnes qui pourraient être exploitées dans le tourisme de montagne. On parle de plages, tout, mais aussi les ressources minières que jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait exactement ce que ça représente. Il y a beaucoup de spéculations pour dire qu'on ait beaucoup de milliards de dollars de X ou Y, mais écoute, comme scientifique, je ne veux pas répéter n'importe quoi, juste sur la base d'opinion, mais jusqu'à présent, on n'a pas suffisamment de travail de prospection et d'évaluation qui ont été produits de manière officielle et scientifique sur la question, mais je suppose tout naturellement qu'on a des ressources, mais la plus grande des ressources, Jean-Ernst, Haïti, c'est des gens aussi. C'est une population jeune. Haïti, c'est 61% de la population du CARICOM. Et aujourd'hui,
dans le modèle économique qui se base sur la connaissance et les talents et la consommation, plus vous avez une population importante, plus ça peut jouer sur l'économie positivement, dans le sens que les gens, d'un côté, ils vont avoir du talent pour travailler, mais de l'autre côté, du revenu pour consommer. Et il y a beaucoup de modèles économiques à travers le monde qui s'assient sur la population pour vraiment prospérer. Et vraiment, sans état d'âme, est-ce qu'on peut dire que les Haïtiens, s'il faut encore garder espoir qu'il y aura un pays demain, ces Haïtiens-là sont ingénieux et sont capables de relever leur pays, sans dire, comme ce gouverneur de la banque, qu'il faut parler anglais et espagnol, qu'il faudrait enseigner en Haïti en anglais et en espagnol pour pouvoir exporter des Haïtiens, aller travailler à l'étranger, comme quoi notre classe moyenne vivrait à l'extérieur d'Haïti pour changer la donne en Haïti. Est-ce que nous sommes suffisamment... Changer la donne comme avec les transferts? Avec les transferts, il y en a qui... moi, j'ai entendu un gouverneur de la Banque centrale qui n'est plus en poste maintenant, n'est-ce pas, qui l'a dit, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes suffisamment ingénieux pour faire ce travail avec les outils dont on dispose en Haïti même? Écoute, le problème est plus complexe que ça, Jean-Ernst. Il y a un auteur qui s'appelle Edlin Dorismont, qui est docteur, qui a écrit un texte sur l'État, comment dire ça, le poids de la colonialité dans la construction de l'État haïtien. Et il a essayé de voir comment la colonialité impacte la manière dont on enseigne à l'école et l'éducation qu'on reçoit et la manière dont on est comme personne, comme citoyen. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour approprier le savoir national pour qu'il soit réellement au service de la population dans le sens qu'il soit à même d'approprier et aussi de résoudre la complexité du mal haïtien. Pourquoi je dis ça? C'est parce que être capable de résoudre des problèmes, ça s'apprend. Ouais. Être capable de se comporter en personne digne par rapport aux étrangers, par rapport à tout, par rapport à soi-même, ça aussi c'est un apprentissage. Donc, je le dis toujours dans mes présentations, c'est-à-dire qu'on apprend à être citoyen, on apprend à aimer son pays, on apprend à être honnête, on apprend à être bon. On apprend à avoir l'amour pour l'autre ou pour son pays. Donc, ça veut dire que si c'est pour ça que j'insiste sur l'éducation. Parce qu'on m'a toujours dit que l'homme est né bon, l'homme haïtien, en principe, est né bon, c'est la société qui le corrompt. Non, mais justement, si la société ne vous enseigne pas... Ouais. Comment être bon, comment si être on vous enseigne exactement voilà l'inverse. Vous allez avoir l'inverse comme modèle. Donc ça veut dire que pour moi, c'est fondamental qu'on arrive à construire le citoyen haïtien qui serait capable non seulement de se mettre ensemble, mais aussi de s'élever aux défis d'Haïti pour résoudre les problèmes. Et si on passe pas par là, on aura toujours les leaders qu'on a, malheureusement. Non seulement problème de compétences, mais aussi de dimension, d'honnêteté, de patriotisme, tout et tout. Et c'est cette éducation qui crée la nouvelle génération de citoyens. Et c'est à travers ces citoyens qu'on va faire émerger des leaders de demain. Et les solutions Tilou, Pépé? Oui, alors je voulais dire que je rejoins totalement Edgar dans ce qu'il dit. Actuellement, nous avons une éducation qui donne surtout des outils pour réussir individuellement. Voilà. Sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. On nous apprend très bien à comment se débrouiller seul. Par contre, c'est justement en allant à l'extrême de cette éducation qu'on en finit par ne plus voir la collectivité. Il s'agit de moi, de ma poche, et puis tant pis pour le pays. Il faut évidemment revenir à une éducation plus, je dirais, sociale et qui voit l'ensemble et qui ne fait pas de l'individu un élément supérieur à tout intérêt collectif. Et Émile, moi je me suis posé la question des générations. On dit que les générations spontanées, ça n'existe pas, c'est toujours une continuité. Est-ce qu'on peut rêver d'une génération d'Haïtiens vraiment avec une conscience sociale et puis une volonté de changer véritablement lorsque tout le modèle
a été de Duvalier jusqu'à présent, là, ce qu'on sait. C'est difficile, c'est complexe, et c'est pour ça qu'il faut pas croire que tout va être résolu demain matin et rapidement, comme on pèse sur un bouton, magiquement. Mais il faut commencer par la base. Et la base, c'est ça. La base, c'est le citoyen. C'est la construction du leader de demain qu'on a besoin. Mais je crois qu'il y a quand même un minimum, il y a une masse critique de gens qui a une certaine conscience et qui comprend très bien la nécessité de prendre du recul, mais pour faire autrement. Et parce qu'on ne peut pas avoir de nouveaux résultats avec les mêmes pratiques, avec les mêmes approches, avec les mêmes personnes. Et c'est pour ça qu'il est fondamental. Et tout ce qu'on parle comme, je sais pas moi, relance économique, machin, tout passe par ce leadership-là. Parce que, j'aime le dire, ce sont les gens qui vont déterminer quel type de décision que vous allez avoir. Et ce sont les décisions qui changent le monde. Ce sont les décisions qui changent le pays. Et ces décisions vont être prises par des gens, par des femmes et des hommes, mais qui soient différents, qui ne voient pas eux-mêmes, mais qui voient le pays. C'est comme Maître Dorval, ou regretté de mémoire, qui a dit « Je ne m'appartiens plus ». C'est-à-dire que j'appartiens au pays, j'appartiens à la postérité, et je suis prêt à me battre pour travailler pour le changement réel et profond. Moi-même, je suis de ce groupe de personnes qui veut vraiment tout donner, son énergie, son temps, toutes ses ressources pour le changement réel. Et j'y crois encore et je veux dire à tout le monde qui écoute, le changement est bien possible, le changement arrivera. Mais encore une fois, ce ne sera pas ni par magie, ni par surnaturel, ni par les Blancs, mais ça va être la volonté réelle de certains Haïtiens d'ici et d'ailleurs et qui doivent se dépasser. Voilà. Tilou, tu me permets la dernière question, Tilou? Non, alors j'allais dire, est-ce qu'on peut terminer sur de meilleurs propos que ceux que vient de tenir Edzer-Émile? Non, mais c'est les meilleurs. Moi, j'ai entendu, en tout cas, je suis plus proche de lui, j'ai entendu les meilleurs. Mais j'ajoute, Edzer-Émile pourra toujours répondre, est-ce qu'on peut se passer de sa diaspora avec la constitution qu'on a, même celle amendée, etc., qui fait une distinction des Haïtiens de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a une nette distinction quant à moi. Je suis pour une intégration totale et capitale, comme on aime le dire en Haïti, totale capitale. Intégration politique, économique, tout et tout, sociale. Et écoute, j'ai vécu en Asie pendant 3 ans et j'ai vu quel est le poids que cette diaspora a eu dans le changement radical qu'on a assisté au cours des 40-50 dernières années dans les pays de l'Asie. Donc pour moi, je crois qu'il faut absolument aller au-delà de ce rapport restreint avec la diaspora qui se base sur les transferts. On ne peut pas construire la vie de ce pays dans un rapport aussi étroit, aussi restreint. Il faut avoir une collaboration totale à tous les niveaux, parce que j'aime le dire, la diaspora n'a pas que son argent à offrir. 90% des gens haïtiens qui ont une licence universitaire vivent à l'étranger. Donc ces gens ont un réseau, ils ont de la compétence, ils ont tout. Donc il faut absolument qu'ils prennent une place intégrante et fondamentale dans la vie de ce pays. Et ça ne peut pas être un discours de campagne, ni un discours de démagogie, ça doit être vrai, ça doit être une réalité, et on doit être sincère là-dedans, et ça doit passer par là. Alors, si je peux ajouter, c'est que faut faire attention aussi, quand on parle d'intégration de la diaspora qui serait laissée en dehors des affaires du pays. Je rappelle que le régime PHTK, avec Martelly Lamotte, c'était pas vraiment des gens qui ne faisaient pas partie de la diaspora. Je comprends aussi que cette histoire de parler de transfert seulement de la diaspora, ça ne tient pas debout. Bon, je laisserai les considérations économiques aux spécialistes qu'a Edzer-Émile. Mais la majorité des transferts, ce sont plutôt des rapports, je dirais, moraux ou de responsabilité familiale, plutôt qu'une aide au gouvernement ou à l'État pour la gestion du pays. Ceci étant dit, oui, les compétences, il faut favoriser la possibilité d'utiliser les compétences. Il y en a vraiment tellement en dehors du pays
je ne pense pas que le pays peut se développer sans ces compétences-là. Mais il faudra faire attention quand même à certains discours. Absolument. Et Jérémy, il faut faire attention déjà à Tilou, hein. Il a un discours dangereux, hein. Parce que je sais très bien de quoi il parle. Il y a des expériences, effectivement. Non, mais il vient de faire le discours de Martelly en disant que vous aidez la diaspora, aide la famille, mais n'aide pas le pays. Comment voulez-vous aider la famille si ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Non, mais c'est à peu près ce que tu as dit. Mais Tilou, on reviendra peut-être sur cette question, un de ces quatre, parce que c'est une question extrêmement importante. On ne peut pas être en amont et en aval. La diaspora fait sa part. Et c'est aux gens qui sont en Haïti à maintenir, à faire en sorte que les fonds que la diaspora envoie en Haïti, que ces fonds-là soient utilisés pour le développement d'Haïti et non pour le développement de la République dominicaine ou revenir au Canada, revenir, je ne sais pas, à Miami, là. Oui, ça on est d'accord, mais c'est une toute autre discussion. On est dans un autre niveau du débat par rapport avec la gestion de l'État d'Haïti. C'est un autre niveau, c'est sûr. Et Émile, mon cher, le temps est trop court. Il faudra qu'on prenne un rendez-vous, vraiment, qu'on soit à l'aise et smooth, et qu'on puisse étaler les choses. Et même si ce n'est pas un studio, je suis toujours joignable, donc on peut toujours le faire, comme on l'a fait la dernière fois, par Zoom. Par Zoom, effectivement. Alors, dernier mot, Tilou, mon cher. Bon, ça fait toujours un plaisir de parler de l'actualité, surtout quand ça a été une surprise pour moi d'avoir Émile avec nous, que je félicite pour son travail. J'espère qu'il continuera. Le pays a besoin, et le pays et le monde même a besoin de personnes aussi compétentes et qui mettent sa compétence au profit de la société et non uniquement de ses intérêts individuels. Et voilà, et puis je dis au revoir donc aux auditeurs et on se revoit lundi matin. Voilà. Merci, Edzer. Dernier mot. Merci beaucoup à Jean-Ernst. Merci aussi, Tilou, pour ces mots élogieux. Et j'apprécie. Et merci pour ton travail aussi. Je sais très bien, même quand vous êtes plus là physiquement, mais je sais que tu continues encore à travailler et pour Haïti et pour le pays. Et on continue justement à travailler ensemble pour l'avenir de ce pays. Merci, Jean-Ernst, pour ton travail d'éducation inconditionnelle. Donc, et merci à tout le monde pour l'attention. Merci aux membres de la Chambre de commerce qui ont invité. Je salue Polo. Polo, merci. Merci, au revoir. Mesdames, Messieurs, on va vous laisser en compagnie de Yvon Le Chéri qui trépigne d'impatience. On se retrouve samedi prochain pour une autre émission du même genre. Merci à Jess, merci à tous ceux qui ont participé. Merci, au revoir. À la prochaine. Au revoir. Bye bye.